À la une de l'actualité, cette grève qui a compliqué la vie de nombreux parents aujourd'hui. Les services municipaux de plusieurs communes et notamment Fort-de-France ont été perturbés. Une perturbation largement ressentie dans les écoles. 10 ans qu'elle est à la fois une pépinière et un incubateur, la technopole de la CACEM fonctionne comme une couveuse pour les petites entreprises. Aide à la création et au développement, plus de 150 entreprises lui doivent leur pérennité. C'est une véritable chirurgie esthétique que subit le quartier de Sainte-Thérèse. Depuis 2 ans, l'avenue Maurice Bishop est bouleversée par le chantier du TCSP entre défiguration et promesses d'avenir radieux. Et puis ils étaient 300 enfants à jouer avec les mots ce matin sur le front de mer de Trinité. Ils ont fêté la langue française et la francophonie comme il se doit. Une journée de découverte des mots encadrée par des conteurs traditionnels. Et notre invité, vous le voyez, sera ce soir le président de la Ligue contre le cancer, Roger Toussaint, avec qui nous parlerons de cette semaine de lutte contre le cancer qui s'ouvre donc aujourd'hui. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec la grève des agents municipaux qui a repris du service ce matin. À l'appel de la CGT-MSOM, l'ensemble des employés communaux de Martinique étaient attendus dès 7 h à la maison des syndicats. Un rendez-vous qu'un grand nombre d'entre eux a honoré afin de dénoncer les mauvaises conditions de travail et la lenteur des dossiers concernant notamment la réussite à l'examen professionnel. Une mobilisation qui a grandement perturbé les activités des services municipaux et plus particulièrement des écoles, notamment à Fort-de-France. Le préfet a écrit aux collectivités pour arbitrer le conflit, mais les agents déplorent toujours l'absence de réaction des maires. Écoutez, le secrétaire général de la CGT-MSOM, il répond à Julien Goudichaud. Nous voulons que les maires respectent les textes réglementaires. Il y a beaucoup de textes et décrets qui ne sont pas appliqués dans la fonction publique territoriale de la Martinique, tels que, par exemple, la médecine préventive, la médecine professionnelle, mais aussi la titularisation. Et les maires disent, ils répètent que bon, on n'a pas les moyens. Mais écoutez, il n'y a pas les moyens, mais il faut mettre les moyens. Donc on pense qu'aujourd'hui, les maires de Martinique ne respectent pas les textes et on veut les faire comprendre que nous sommes mécontents de leur position. Si jamais ça, parce qu'il y a des maires qui vont négocier ce matin, si les camarades pensent qu'il faut continuer, on va aller plus loin que ça. Et alors que les agents municipaux se mobilisaient, les parents, eux, devaient faire face à la fermeture des écoles et des cantines scolaires. À l'heure du déjeuner, il a donc fallu récupérer les enfants dans les écoles ouvertes. Une organisation pas toujours simple pour ceux qui travaillent. Julien Goudichaud est allé à la sortie des écoles voir comment les uns et les autres se sont débrouillés. Regardez. Il est à peine 11h30 et le parvis de cette école a des allures de fin de journée. Parents d'élèves, amis et familles se pressent, car aujourd'hui, mouvement de grève oblige, il n'y aura pas cantine. Alors on s'organise comme on peut. Comme j'avais du temps libre, alors je rends service à ma fille adoptive. C'est le travail juste au plein, alors il est en retard, il ne peut pas venir à l'heure. Alors je suis venu chercher l'enfant pour elle. J'ai dû interrompre mes activités pour venir le chercher à 11h30, comme tous les autres parents. On se débrouille entre amis, parents, les grands-parents des fois, souvent. Mais là, cette fois-ci, ce sont les amis, donc je récupère aussi bien mes enfants que les enfants des amis. De la belle-sœur, enfin voilà, on se débrouille comme on peut, c'est un petit peu dans l'urgence, on s'organise, c'est la mi-cantine à la maison, voilà. Il reste encore quelques petits derniers qui attendent patiemment. Tous les parents n'ont pas la chance d'avoir trouvé main forte et se retrouvent même pénalisés dans leur journée de travail. Normalement je devais travailler, donc par rapport à ce qui se passe là, donc je suis obligé d'arrêter et de venir chercher l'enfant. J'aimerais bien que ça s'arrête, oui. Même si la situation incommode le plus grand nombre, il y a quand même une certaine compréhension vis-à-vis du personnel en grève. J'espère que ça ira pour le mieux pour eux-mêmes aussi. Bon, s'ils grèvent, bon, c'est parce qu'ils ont besoin, mais bon, en même temps, pour les parents aussi, c'est gênant. Ceux qui ont les grands-parents, qui ont des parents qui ne travaillent pas encore, ça ne gêne pas, ça peut aider. Mais quand on n'en a pas, c'est gênant. À 13h30, personne ne se presse à l'entrée de l'établissement. Quelques rares enfants font leur apparition au compte-gouttes et on n'entend plus le brouhaha habituel. Non loin de l'école, à proximité d'un fast-food, nous croisons cette mère de famille qui nous éclaire. Je ne vais pas les ramener à l'école, je vais les garder parce que en fait, ils rentrent à 13h30 pour 15h15. Donc ça me fait un petit peu trop juste, donc du coup, je vais rester à la maison avec eux et puis espérons que demain, tout cela se termine et que tout rentre dans l'ordre. En tout cas, Noah ne semble pas gêné de la situation. Je suis contente d'être avec ma maman le midi. Les négociations sont en cours depuis ce soir, mais pour l'heure, le mouvement de grève est maintenu.
Et notez, pour faire le tour des conflits sociaux en Martinique, que le mouvement se poursuit à la fourrière départementale. Depuis le 29 janvier dernier, les salariés affiliés à la CSTM bloquent l'accès au site. Et puis de leur côté, les salariés d'Antiprotection se sont mobilisés devant leur siège aujourd'hui pour dénoncer le licenciement qu'ils qualifient d'abusif de l'un de leurs collègues. La direction, quant à elle, déclare qu'il a été licencié pour violence et pour avoir menacé de mort les cadres de l'entreprise. Les négociations entamées cet après-midi se poursuivront demain. Enfin, la grève prévue par la Chambre syndicale de l'énergie n'a finalement pas eu lieu. Un accord a été trouvé avec la direction d'EDF et les salariés ont donc annulé leur mouvement. En Guadeloupe, l'actualité sociale est également très chargée. Depuis plusieurs mois, les organisations syndicales de la BDAF, la Banque des Antilles françaises, s'opposent au projet de fusion-absorption de la direction appelé Projet Tropique. Un projet dans lequel la BDAF passerait des mains du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, à celle de la CEPAC, la Caisse d'Épargne Provence-Alpes-Corse. 3 banques ultramarines sont concernées, celles de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Antilles françaises. Une opération qui fait peur aux salariés. Ils craignent des licenciements et la dégradation de leurs conditions de travail. Des craintes qui les avaient poussés à assigner leur direction en référé pour manque d'informations. Le tribunal de grande instance les a déboutés et ce matin, ils se sont rendus au tribunal administratif de Basse-Terre pour faire appel. Le délibéré de la Cour d'appel est prévu pour le 13 avril prochain. Écoutez l'un des membres élus du comité central d'entreprise de la BDAF ainsi que l'avocat du personnel de la banque. Ils répondent à Linda Kayarsi. Les informations qui doivent être communiquées aux représentants des salariés, que ce soit au comité d'entreprise ou au comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail, ceux qui représentent les salariés auprès de la direction, l'interlocuteur de la direction, ils n'ont aucune réponse. Ils n'ont aucune réponse sur le devenir des salariés une fois que la réorganisation sera enclenchée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, pour pouvoir rassurer les salariés ou évidemment mettre les alertes là où cela est nécessaire. Nous attendons aujourd'hui le délibéré de la Cour d'appel, qui se fera le 13 avril prochain. Nous espérons que le tribunal nous aura entendus. Nous avons dit effectivement clairement que nous voulons avoir des renseignements complémentaires sur les conséquences sociales et organisationnelles de ce projet. C'est cela qui nous intéresse, ce n'est pas le business de la Caisse d'épargne. Ce qui nous intéresse, c'est bien les conséquences pour le personnel et nos agences aujourd'hui qui sont vraiment impactées par ce projet. Autre mouvement social en Guadeloupe, toujours celui des personnels civils de la gendarmerie de Saint-Claude. Ce matin, ils se sont mobilisés et ont déposé une plateforme de revendication en 13 points. L'un d'entre eux concerne l'avancement de carrière. Les explications de Linda Kayarsi. Ces personnels civils de la gendarmerie ont décidé de débrayer toute la journée. Affichette en main, ils souhaitent alerter l'opinion publique sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur profession. Nous voulions que déjà la situation des personnels civils soit prise en compte. Que le déblocage de déroulement de carrière de ces personnels soit débloqué. Savez-vous que des personnels qui viennent d'entrer en gendarmerie par voie de mutation, leur carrière commence maintenant, alors même que ces personnels-là ont pratiquement 20 ans de service. Donc nous ne pouvons pas cautionner qu'on puisse bloquer ces personnels-là au nom de ce qu'ils dénonceraient certaines choses qui ne leur conviennent pas. Du côté de la hiérarchie de la gendarmerie, on se dit prêt à apporter des réponses aux revendications posées par les personnels civils. Le dialogue est permanent, leurs revendications, leurs préoccupations, mais je les écoute, j'essaye d'y répondre au mieux de mes possibilités légales et réglementaires. Ce que je conteste avec force, c'est le procès d'intention qui pourrait être fait à la gendarmerie de ne pas vouloir respecter les droits de ces personnels parce que ce seraient des personnels civils. Ces personnels, je les ai sous ma responsabilité, je les ai au cœur de mes préoccupations, exactement comme pour les 700 militaires que j'ai sous mes ordres. D'ici la fin de la semaine, une réunion de dialogue est d'ores et déjà prévue entre les parties. Retour en Martinique avec en bref ce cambriolage. La nuit dernière, le magasin Intersport de Dillon a été visité par des voleurs. Le constat n'a été fait que ce matin lors de l'ouverture. Une enquête est bien sûr en cours. Elle s'appuiera notamment sur les images de vidéosurveillance du magasin. Pour l'heure, on note que quelques vêtements ont été dérobés et c'est surtout le rayon chasse qui a été visité. Une dizaine de fusils et une trentaine de cartouches ont disparu. Le montant total du préjudice reste à déterminer. 7 morts en à peine un mois et demi. La route est devenue la plus grande ennemie des motards en Martinique. Ce week-end, 2 hommes de plus ont perdu la vie dans des accidents. Une situation face à laquelle la préfecture entend réagir avec dorénavant des contrôles hebdomadaires. Écoutez ce qu'en dit le directeur de cabinet du préfet, interrogé par Louis Sabas. La majorité des accidents
prennent leur source soit dans une infraction majeure au code de la route, soit dans une faute de comportement. Des grands excès de vitesse, le non-port du casque, des manœuvres à risque ou des acrobaties qui entraînent la perte de contrôle du véhicule. Donc face à ça, bien sûr, nous maintenons les contrôles de police, les contrôles de gendarmerie. Nous souhaitons aussi renforcer et régulariser l'organisation de contrôles coordonnés qui rassemblent des moyens conséquents avec beaucoup de matériel pour cibler les grands excès de vitesse ou le non-port du casque par des conducteurs de 2 roues motorisés. Vendredi dernier, nous avons mené une opération de ce type. Lors de l'opération, 2 motos ont été mises à la fourrière, l'une roulait à 126 km/h, l'autre à 113 km/h contre 70 autorisés. Le deuxième axe du plan départemental, c'est la prévention. En bref, une petite piqûre de rappel à l'approche des examens et des vacances. La préfecture, puisqu'on en parle, tient à rappeler qu'il ne faut pas attendre la dernière minute pour renouveler sa pièce d'identité. Qu'il s'agisse du passeport ou de la carte d'identité, pensez dès maintenant à vérifier la date d'expiration de vos papiers et notez que si vous étiez majeur en 2004 et que vous avez obtenu votre carte d'identité après le 1er janvier 2004, elle est valable non plus 10 ans mais 15 ans. Autre recommandation, compte tenu de la forte demande, les délais d'obtention sont de 2 mois pour les cartes d'identité et d'1 mois pour les passeports. Donc, prends-vous avant de vous en prendre. Entretenir les réseaux d'assainissement, c'est entre autres la mission de l'entreprise e-Compagnie. Cette société, membre du groupe Seine, a signé ce matin une convention de certification MASE, M-A-S-E, qui signifie Manuel d'amélioration de la sécurité et de l'environnement. Une certification valable 1 an. Pour mieux comprendre ce qu'implique l'obtention de ce nouveau label qualité, Guy-Raphaël René a suivi ce matin, vous le voyez, une des équipes d'e-Compagnie en intervention à Saint-Joseph. Écoutez les explications du chef d'équipe qui l'a interrogé. Le MASE, si vous voulez, c'est le manuel d'amélioration de la sécurité et de l'environnement. Donc c'est un manuel qui a été élaboré par différents partenaires qui nous impose, si vous voulez, une manière de fonctionner. C'est surtout le fait de travailler avec une nouvelle méthode. Quand je dis une nouvelle méthode, c'est un nouveau matériel plus adéquat aux différents chantiers que nous avons. C'est un peu une mère nourricière. Depuis 10 ans, la Technopole de la CACEM aide à la création et au développement de projets innovants, à la fois pépinière et incubateur. Elle a déjà accompagné près de 200 entreprises, une aide qui se traduit entre autres par des services pratiques et des tarifs très avantageux. Un coup de pouce presque maternel pour des entreprises en bas âge qui ont besoin de toutes les attentions. Voyons comment cela fonctionne avec Isabelle Ferrière. Des espaces de travail communs, des salariés de moins de 30 ans, aucun doute, nous voici au sein d'une start-up. Après des études dans l'Hexagone, c'est en Martinique que Satyam a choisi de lancer cette société de location de voitures. Une fois qu'on a eu cette idée de Carfully, de location de voitures entre particuliers dédiée au tourisme, on avait l'opportunité de rentrer pour être proche de notre cible et l'existence de la Technopole a été un signal fort d'accueil, d'infrastructures de qualité, d'accompagnants aussi pour pouvoir nous aider à toutes les étapes de l'entreprise. Un accompagnement plus que jamais utile. La jeune entreprise vient de lancer sa 2e levée de fonds. Pour cette recherche de financement, on a fait appel à la finance participative qui permet d'aller chercher dans son réseau en fait, les gens qui vont vous soutenir et investir. Et donc le réseau est important, la Technopole nous permet de développer notre réseau, nous accompagne sur cet aspect-là et donc ça a été un vrai plus d'être ici. Au total, une quinzaine de projets innovants bénéficient des services de la Technopole chaque année. Luminaires, jeux de société, livraison de produits maraîchers, des secteurs d'activité variés, mais des problématiques similaires. On doit leur apporter de l'expertise sur plusieurs domaines clés en matière d'innovation, comme la propriété intellectuelle, comme le marketing. L'autre aspect, c'est bien sûr l'accès aux ressources nécessaires pour mettre en œuvre les projets d'innovation, que ce soit les ressources financières, économiques ou technologiques. Mais la Technopole n'accompagne pas que des startups. Parmi ses clients, on trouve aussi des entreprises historiques, comme les Rhum Clément. De grands noms venus chercher la culture innovante de l'organisme. Preuve du rôle qu'elle joue dans la vie économique de l'île. Dans le choix de l'implantation en Martinique, la présence de la Technopole est un des leviers de développement économique pour l'ensemble du territoire martiniquais. D'ailleurs, vous avez entendu tout à l'heure, il est revenu à la Martinique parce qu'il y avait une Technopole et que ça lui donnait cette possibilité. En une dizaine d'années, la Technopole a permis à plus de 150 sociétés de voir le jour.
Et puisqu'on parle d'aide aux entrepreneurs, continuons sur notre lancée avec le programme Migration Retour lancé par la région. Il s'adresse à la diaspora martiniquaise de moins de 40 ans. Tous ces jeunes partis souvent pour leurs études et jamais revenus s'installer au pays. En moyenne, chaque année, la Martinique perd 1200 jeunes. Pour tenter de les attirer à nouveau, la région a donc lancé ce concours de projets d'entreprise avec à la clé 15 000 € pour 100 lauréats. Les candidats ont jusqu'au 20 avril pour déposer leur dossier. Migration Retour, c'est le thème de Paye-moi jeudi ce soir à 20h. Extrait. Là, les 12 premières semaines, c'est quelque chose que vous payez. Vous payez au départ. Et vous avez 12 semaines tranquilles. Logement payé, cours payé et programme job inclus. Axel a pour projet de partir dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais. Aujourd'hui, en entretien avec le directeur de l'école Carib Langue, elle vient choisir une destination pour profiter d'une immersion linguistique professionnelle. Un stage lui permettrait de compléter sa formation dans le secteur du management. Son objectif principal, trouver un emploi à l'international. Avec la conjoncture actuelle, c'est vrai que c'est pas évident de trouver du travail. Et puis, si effectivement je parviens à avoir ce diplôme, on sait qu'en Martinique, c'est vrai qu'on n'est pas toujours payé pour nos diplômes, en fait. Voilà, Paye-moi jeudi, c'est donc après la tranche info avec Sabrina Doré. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira voir comment les habitants de Sainte-Thérèse vivent l'arrivée du TCSP et le lot de travaux qu'il annonce évidemment. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite à Sainte-Marie, dans le coin des Amis, un restaurant incontournable de la commune où il fait visiblement bon vivre. Mais avant, la semaine de lutte contre le cancer s'est ouverte aujourd'hui. Jusqu'à dimanche, des actions seront mises en place pour sensibiliser la population à ces maladies de plus en plus répandues, des maladies qui peuvent être soignées si elles sont détectées à temps, mais qui font encore de nombreuses victimes chaque année. On en parle avec notre invité Roger Toussaint. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de la Ligue contre le cancer. C'est nous qui vous remercions. Avec plaisir. Dites-moi, quels sont les cancers les plus répandus en Martinique? Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, l'incidence du cancer, d'une manière générale, elle est plus faible en Martinique qu'en France hexagonale. Ah oui. Donc, c'est une chose, un élément très intéressant. Sauf que cet écart qu'il y a entre la France et nous, s'amenuise. On a adopté les mêmes comportements que l'Hexagone. On mange la même chose et on vit pareil. Alors, pour répondre à votre question, le premier cancer féminin, c'est le cancer du sein. Et ça, c'est comme en France. La particularité, c'est chez les hommes, c'est le cancer de la prostate qui est beaucoup plus important. Et en fait, c'est le premier cancer en Martinique. Donc, alors, il y a plus d'hommes atteints de cancer que de femmes. Que de femmes. J'ai de la chance finalement. Le 9 octobre dernier, une conférence avait lieu à l'hôtel Batelière. Son thème, promouvoir en cancérologie l'équité en santé dans les populations d'ascendance africaine. Qu'est-ce qui explique que certains cancers touchent plus les populations noires que les autres? Alors ça a été présenté effectivement, notamment pour le cancer de la prostate, qui est le premier, donc des études sont faites, mais c'est quand même controversé parce qu'en fait, au niveau de l'incidence, elle se rapproche de la population noire des États-Unis. Mais lorsqu'on fait le comparatif avec l'Afrique, les pays d'Afrique, ce n'est pas vraiment le cas. Le cancer de la prostate n'est pas le premier cancer dans la population africaine. Donc finalement, ça ne se vérifie pas tant que ça. Ça se vérifie pour les États-Unis et nous, mais pas pour le reste de la population. Alors, pour les descendants peut-être, mais pas pour les... Ça peut être une piste, effectivement, mais c'est controversé. Alors nous sommes en 2015. Depuis l'an dernier, un nouveau plan cancer a été mis en place pour mieux coordonner les acteurs de la prise en charge des patients atteints de cancer. Où est-ce qu'il en est, ce plan cancer 2014-2019 ? Alors, il a été présenté par le président de la République. Donc, la première année, enfin, ça commence à dater, sauf que il y a des éléments forts qui ont été décidés. Briser les inégalités face à la prise en charge. Donc, décision d'augmenter les équipements permettant de soigner les patients en plus dans leur région. Ça, c'est un élément important. J'espère que nous pourrons avoir le cyclotron en Martinique pour diffuser les TEP scans sur la Caraïbe. Et il reste aussi les plans d'action. Alors, c'est là que ça traîne un peu au niveau des plans d'action qui doivent être mis en route par des partenaires pour la réalisation de ce plan cancer qui est quand même un élément très positif. Espérons qu'il y ait suffisamment de fonds
pour pouvoir aboutir. Vous parliez tout à l'heure d'équipement. La Ligue contre le cancer a un nouvel équipement qui est en train de se construire. Oui, je parle de la maison d'accueil, qui est un projet que nous mûrissons depuis 2001. Il faut savoir que notre association est une petite association qui n'est pas financée. Nous avons eu beaucoup de peine à avoir des financements publics. Et nous en avons obtenu sur le bout du fil du conseil régional et aussi surtout de l'INCAC qui nous a permis d'avoir 200 000 € sur un budget de 550 000 €. Quand même. Et il y a eu le premier coup de pioche qui a été réalisé il y a 2 semaines à Tlarac. Et donc nous sommes beaucoup plus optimistes parce que nous voyons la réalisation de notre projet qui a été un projet très difficile à réaliser. Et ça y est, ça commence enfin. Alors, votre semaine nationale de lutte contre le cancer se décline en 4 temps forts. D'abord, une conférence Vivre en santé de 9 h à midi, demain à la Maison de la Mutualité à Fort-de-France. Une conférence débat sur la place de la mairie du Gros-Morne, vendredi de 19 h à 21 h. Samedi et dimanche, l'opération 1 € pour vaincre le cancer dans les centres commerciaux. Objectif, atteindre 27 000 € afin d'aider les malades et financer pour eux des activités physiques et des soins esthétiques, entre autres. Et puis dimanche, l'opération 240, entre 8 h et midi, 240 minutes de sport gratuite sur la plage de Cordegarde à Sainte-Luce. Donc une nouvelle semaine de lutte contre le cancer, la 80e depuis sa création en 1935. Quand pourrez-vous estimer que vous avez remporté cette guerre, force de lutter? Vous savez qu'on arrive à guérir plus d'un cancer sur 2. Le pourcentage, c'est 53% maintenant. Et donc c'est un élément très positif. Vous avez entendu aussi que la population a moins peur de parler du cancer. Il y a 83% de la population qui parle de cancer sans trop de problème. Donc, nous sommes dans la très bonne direction, mais il reste encore un bout de chemin à faire parce que lorsqu'on dit qu'on guérit 53% de la population, ça veut dire qu'on ne guérit pas 47%. C'est ça. Donc, il nous reste encore des choses à faire. nous, au niveau de la Ligue, nous ne remplaçons pas l'État, l'action publique, mais nous apportons des éléments complémentaires. Donc, cette maison d'accueil et notre plus grand projet après, ce sera AP0, c'est créer un espace Ligue où il y aura donc des soins socio-esthétiques, de l'activité physique, des cours de nutrition, d'alimentation et un soutien psychologique. Alors, nous allons commencer avec nos moyens dans nos locaux, mais après, il y aura un espace Ligue qui sera dédié complètement aux patients martiniquais, en fait de la Martinique, pour être plus précis. Merci beaucoup, Roger Toussaint, d'avoir été avec nous ce soir. Merci et bon courage pour cette semaine qui s'annonce quand même chargée. Merci. L'actualité sportive a été riche cette semaine, ces 2 derniers jours du moins, ouverture de la saison de sport automobile, 6e journée de championnat en yole ronde et bien sûr, suite des championnats en sport collectif. Un week-end qui a également révélé les demi-finalistes de la Coupe de Martinique de basket. Retour sur 2 jours de sport intense avec Caril Chassol, Loïc Régis et Michelet François. Sport collectif pour débuter, les demi-finalistes de la Coupe de Martinique de basket sont connus. Chez les hommes, dans le match phare, l'USAC a pris le meilleur sur le Golden Lion, 75-66. Qualification également du Golden Star, de l'Intrépide et du SC Lamantinois. Chez les femmes, le Golden Lion, l'Aiglon, la Gauloise et l'Éclair joueront les demi-finales de la Coupe de Martinique. En handball, la 15e journée du championnat de pré-national féminin a vu sans surprise l'AS Mondezès, le Réveil sportif, l'USC Citron et l'Arsenal s'imposer. A noter également la victoire de la Gauloise. Au classement, les Gros-Mornaises mènent la danse devant Essie-Mornaise, Citronnaise et Robertine. Chez les hommes également, pas de surprise, les ténors se sont imposés. A noter le nul entre l'USC Citron et l'Éveil de Carbin, ainsi que la victoire du TS franciscain. Pas de changement donc en tête du classement. L'Étoile de Gondo, Sainte-Anne-Cap 110, l'ASC Ducos et l'UJ Redoute sont en tête. En volleyball masculin, le choc entre le Rayon et l'Éveil a tourné à l'avantage des Iléens. Ils ont disposé des Ansois sur le score de 3-7-1. En football, à l'issue de la 17e journée du championnat de DH, pas de changement en tête. Le Golden Lion, le club franciscain, le club colonial et l'Aiglon se sont imposés. Mauvaise opération en revanche du Golden Star qui partage les points avec l'US Marinoise. Victoire de l'Émulation et du CS Casse-Pilote. Au classement, le Golden Lion a toujours 11 points d'avance sur le club franciscain. Suivent le club colonial, l'Aiglon et le Golden Star.
Chez les femmes, 2 matchs ont pu se jouer. L'émulation a battu l'US Lorinoise 9-0 et partage des points entre le club colonial et le club franciscain. Au classement, le RC Saint-Joseph, l'émulation, l'US Robert et le RC Rivière-Pilote mènent la danse. Sport automobile, à l'occasion de la rentrée, la première course de côte, celle de Montraquette au Vauclin, a été remportée par Pascal Calvel devant Alain Nogré. Jérôme Nogré complète le podium. Nos yoleurs étaient au Marin à l'occasion de la 6e journée du championnat. Rosette Orange et UFR Chamflore se sont imposés. Et si vous êtes un passionné de sport, évitez de repousser vos limites. En ce moment, la brume de sable étouffe toujours l'air martiniquais depuis la fin de semaine dernière. Sa qualité est donc mauvaise. Sa note aujourd'hui, 8 sur 10. Demain, il y aura une légère amélioration. On passera à 7 sur 10 pour un air médiocre, 1 étant la meilleure note et 10 la pire note possible. Si vous êtes sujet à des difficultés respiratoires, surtout, évitez tout exercice physique. À défaut, vous pourrez toujours vous plonger dans un livre. Ça tombe bien, la semaine de la langue française et de la francophonie a démarré aujourd'hui. Pour les enseignants, c'est toujours l'occasion d'intéresser les élèves à leurs mots, au dictionnaire. À Trinité, les écoles n'ont pas manqué le coche. Près de 300 enfants du CE1 au CM2 se sont rassemblés sur le front de mer de la commune pour jouer avec les mots. Des mots du quotidien ou des mots plus rares, voire même des mots détournés. Un apprentissage ludique baptisé « Dis-moi 10 mots que tu accueilles » et animé par 5 conteurs bien de chez nous. Louis Sabas. L'appel au conte est lancé et les écoliers y répondent volontiers. Mais ici, la palabre recèle des mots, pour la plupart inconnus du jeune public. Amalgame, bravo, gris-gris, inuit, kermesse, kitsch, sérempidité, wiki et études se sont glissés dans les histoires. Quelques-uns sont bien retenus par les écoliers. Ça apprend beaucoup de choses et puis y a des mots qu'on ne comprend pas forcément ou qu'on vient d'apprendre. Donc moi c'était cri-cri. Un gris-gris c'est un objet qui porte chance. Il y a aussi kitsch. Moi je pense que kitsch c'est une sorte de déco d'intérieur. Ils sont une centaine d'élèves à parcourir le front de mer de Trinité à la rencontre de 5 conteurs. Ces derniers ont la charge d'inclure dans leurs histoires 2 mots particuliers et de les faire comprendre aux enfants. Ils sont venus me demander le mot sérendipité, comment j'ai fait pour le mettre dans le texte. Donc il y avait sérendipité, mais on dirait que c'est moi qui ai hérité du plus difficile. Et il y avait le mot ciblé. Ces mots-là, je les ai placés dans l'histoire à un moment un peu arrêt sur image. Et là, je l'ai fait visiter quelque chose, à la fois la chambre de Madame Tig, et puis bon, qui est plutôt kitsch, et puis Tig qui recherche son gris-gris. L'opération « Dis-moi 10 mots que tu accueilles » entre dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, une manifestation nationale déclinée localement à travers le traditionnel compte à rebours qui a lieu tous les ans à Trinité. Nous utilisons le conte, qui est un élément de notre patrimoine, pas nous seuls, pour pouvoir mettre en exergue la langue française. Donc c'est le mélange des deux et le résultat est le suivant, plus de 300 enfants dans les groupes de Trinité aujourd'hui. Des jeux autour des mots français d'origine étrangère étaient aussi organisés, histoire de leur faire apprécier un peu plus les subtilités de la langue française. Yécrac, c'est l'heure de votre JT des communes. Tout de suite, un regard sur les quartiers. Le JT des communes qui commence à Sainte-Thérèse à Fort-de-France, un quartier en pleine transformation puisqu'il est depuis 2 ans au cœur des chantiers du TCSP. Sur l'avenue Maurice Bishop, aucun jour ne se ressemble. La rue est en constante mutation. Si certains y voient une défiguration du quartier, d'autres nourrissent l'espoir d'un avenir tout neuf. Mais pour cela, il faut accepter de voir son quotidien complètement chamboulé. Guy Raphaël René. Des tractopelles et des camions au quotidien. Depuis près de 2 ans, les habitants de Sainte-Thérèse vivent dans un décor dominé par les travaux. Là maintenant, on ne nous reconnaît plus, on casse tout, il n'y a pas moyen de parler. Vraiment là, ça a changé. Pour moi, Sainte-Thérèse c'était une petite ville, vraiment bien. Mais là, franchement, avec les travaux, je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ça va donner du bon. Malgré les nuisances occasionnées, la population prend son mal en patience. Il commence, il est pour le finir, il est pour commencer, il est pour le finir. Allez, le jour pour le finir, il va finir.
Il y a des gens qui ont barbier, cadeau, machin, même cadeau. Pour moi, c'est un bon travail. Je ne sais pas si je fini, mais je dis ça fini complet. Je suis fier. Ces vieilles maisons croisées, d'après ce sans gardien camarade là, nous connaissons une sacrée belle avenue. C'est même l'un des plus belles avenues dans la Caraïbe, nous connaissons. Au cours de ces 2 dernières années, il y a eu des démolitions d'immeubles, des expropriations pour les besoins du futur TCSP. Sur l'avenue Maurice Bishop, certains commerçants sont implantés depuis plus d'un demi-siècle et sont ancrés à leurs habitudes. Cette épicerie de proximité ainsi que son gérant sont installés ici depuis une vingtaine d'années. Mais d'ici quelques mois, l'activité devra être déplacée dans un autre lieu. Et normalement, je vais déménager pour me retrouver dans un mobil-home. Ça, c'est sûr que ça va faire quelque chose, mais il faut bien qu'on évolue. Déménager, ça va amener de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, j'espère. Un quartier en pleine rénovation. D'ici quelques mois, l'avenue Maurice Bishop devrait afficher un nouveau visage. Des travaux, il y en aura aussi aux Trois-Îlets. Depuis ce matin et jusqu'à jeudi, la circulation est alternée sur la RD 7, quartier Habitation L'Espérance. Même configuration sur la RD 38 jusqu'à vendredi au quartier Wallon, toujours aux Trois-Îlets. Et puis également sur la RD 24 jusqu'au 18 mai, cette fois à Sainte-Marie, au lieu-dit Case Dujon. Puis notez également ces travaux nocturnes au bourg de Saint-Joseph, en bref, sur la route nationale 4. Dès demain et jusqu'à jeudi matin, la vitesse sera donc limitée à 30 km/h entre 21h et 5h du matin. Soyez prudents. Il y aura également des coupures d'électricité demain à Fort-de-France, cité Gaudissart et boulevard du Nord de 7h15 à 12h45. Pas de courant non plus au Lamentin de 6h30 à 13h. Préparez-vous donc dès ce soir ou levez-vous vraiment tôt dans les quartiers Bécouya et Pelletier. Enfin, pour terminer, jetons un œil à la carte du don du sang. Demain, le camion de l'EFS sera stationné devant le lycée de Bellevue sur le parking de 8h à 13h. Si vous n'avez pas le temps de vous y rendre, vous avez jusqu'à 16h pour aller à la maison du don à la Ménard. On referme ce journal dans un lieu qui porte bien son nom, le Coin des Amis à Sainte-Marie. C'est l'un des restaurants incontournables. Alex y prépare des repas pleins d'amour tous les jours. Hubert Bornil et Volana Razafi Manansoa sont allés lui rendre visite. J'ai retrouvé mes amours, vous direz. C'est vrai, je l'accepte. J'adore la bonne cuisine, le bon manger. Et justement, j'ai trouvé un petit coin à Sainte-Marie pour vous, chez Alex. Ça ne paye pas de mine, mais c'est un bon petit coin. Aujourd'hui, on vous fait des écrevisses à la mode créole. Si vous ne connaissez pas Alex, c'est le moment de le découvrir. Quai Alex, c'est le rendez-vous de beaucoup de Samaritains. Il y en a qui viennent juste pour le petit décollage et échanger quelques vagues propos. D'autres ont depuis longtemps repéré ce rendez-vous. Voilà, on a fait un petit peu d'haricots blancs pour ce midi. Un petit peu d'haricots blancs. Ici, pas d'enseigne tape à l'œil, juste une bonne odeur de manger bocaille qui vous fouette les narines depuis la route. Difficile de passer à côté sans s'arrêter. Dans la semaine, on était poisson grillé. Peut-être un petit lambi le vendredi. Un petit côte de bœuf. Mais comme nous, en carême, c'est un peu une côte de bœuf. Alex est un homme plutôt discret, d'une grande sensibilité qui fait attention à tous ceux qui se présentent dans son établissement, un héritage familial. Ma maman, elle a été qui a fait la cuisine, moi, j'étais toujours bon, il a regardé. Et puis moi, j'ai vécu un moment en métropole. Et puis c'est avéré un jour, moi, je vais en Martinique. On m'a dit qu'il ne faut pas me rester là-bas. Alors ma maman était locale dans le temps, c'était en boutique qui était ni. Maman dit, ça y a fait. Il dit, mais c'est où, c'est l'idée de faire bagaille fait. Et quand vient l'heure du déjeuner, l'artiste s'apprête à entrer en scène. Bon, qui ça on a pour manger? Je m'en ai après parce que moi, j'ai les du pays. Et du pays, c'est qui ça? Alors, fruits à pain, chou de chine, il n'y a pas qu'à la banane jaune. Manger à bon? Maman, si pas de bon, pas de que vie est finie. Et puis surtout, c'est pour du pays. Alors là, ça, c'est très, très, très... Mais ça fait manger, mais ça fait manger aussi. Il a fait chatou, moi, mais chatou. Chatou, lambi. Eh bien, ouais, mais quand des porcs, quand des bœufs, poisson grillé. Il y a tout pareil, il y a emporté. Nous ne parlons pas de ça avant, mais il y a emporté. Manger à bon? Oui, si pas de bois, peut-être pas de venir ici encore. Alex sait très bien qu'il ne sera jamais noté dans le guide du routard, mais qu'importe, il sera toujours là pour régaler sa clientèle. Voilà encore un bon plan. C'est à Sainte-Marie, je vous le rappelle, au quartier Union, c'est non loin de la distillerie Saint-James. Quai Alex.
C'est la fin de votre journal, de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.